Cela m'a rappelé toutes ces personnes qui avaient décidé de tenir un journal de bord sur le confinement. Une journaliste de tel quel, plusieurs personnes qui écrivent dans Libération, une utilisatrice d'Instagram qui dessine son confinement et plusieurs autres personnes encore. Jusque-là, je n'aimais pas ce genre de contenu. Et puis, d'une part, j'espérais trouver dans la culture ou dans le divertissement de façon générale une manière d'échapper à la situation, de revenir sur le passé ou de se projeter dans le futur. D'une autre, bien qu'étant moi-même d'un naturel pompeux, la démarche en question arrivait à me choquer de suffisance et d'égocentrisme. Nous étions au milieu d'une expérience collective, durant laquelle tout le monde, sauf rares exceptions, subissait l'exact même sort, et pourtant, certains pensaient pouvoir se rendre intéressants seulement en racontant une situation pourtant partagée de tous. Face à ce genre de contenu, j'en appelais au respect strict de ma définition littéraire du journal de bord. Écrire pour raconter à la première personne un événement étonnant, des péripéties inhabituelles, une aventure qui sorte de l'ordinaire. Étant tous dans la même situation, vivant tous sensiblement la même chose, écrire un journal de bord, c'était pour moi penser et assumer qu'on était plus intéressant que les autres. Pourtant, j'ai changé d'avis. Viennent à moi deux explications de ce revirement. Soit mon naturel, parfois suffisant, supplanté grâce à l'isolation par une forme d'humilité, a finalement réussi à reprendre le dessus devant l'attrait d'une tribune. Je me permets donc maintenant de clamer de façon assumée. Tout à fait, je suis plus intéressant que le commun des mortels, et même si nous vivons tous sensiblement la même chose, je suis moi, en droit d'écrire et vous en devoir de me lire, ce qui constitue l'hypothèse la plus probable. Soit je me suis rappelé le plaisir d'écrire et le pouvoir libérateur de la plume. Si je cherchais dans la culture le vecteur de l'oubli, la possibilité de me plonger dans des univers différents de ma réalité, l'écriture d'un journal de bord serait, elle, l'occasion d'élargir le temps, de réfléchir à notre situation, aux regrets et aux conséquences sur l'après, de tenter de générer quelque chose de beau d'une situation moins belle, plus embêtante. C'est l'hypothèse la plus romantique et celle que je retiendrai pour la beauté du texte. Alors, si on se permet d'écrire, vient une question difficile. Sur quoi écrire? Parce qu'il y a plusieurs aspects du confinement. On peut écrire pour décrire son état psychologique, les conséquences de cette situation sur notre humeur, notre façon de concevoir, de construire et d'organiser nos journées. On peut parler de son travail dans la société, et le personnel médical serait, lui, le plus légitime à évoquer cette période de nos vies. Personne n'oserait alors taxer une infirmière de condescendance si elle décidait de raconter ses journées. On peut écrire sur nos proches, on peut écrire à ceux qui sont loin ou parler de ceux qui sont proches, comment ils nous énervent, ce pourquoi on est pourtant bien content qu'ils soient près de nous. On peut prendre les choses au premier degré et s'en tenir au sens strictement narratif du journal de bord et écrire un récit presque procédural de ces journées. Moi, je choisis de parler du temps. Parce que le confinement nous donne du temps pour lire, du temps manifestement pour écrire, du temps pour voir des proches qu'on ne voit habituellement que tôt le matin ou en rentrant en fin d'après-midi. Mais le confinement nous prend du temps aussi. Plus que jamais, le temps c'est de l'argent. La sacro-sainte économie témoigne actuellement des effets de ce dicton. Ce temps que l'on passe chez nous sans travailler, sans être aussi productif qu'hier, c'est de l'argent que l'on perçoit souvent, comme d'autres le perdent aussi parfois. Ainsi, le confinement nous donne donc du temps de repenser au monde dans lequel on vit, où un virus dans un marché chinois peut éventuellement conduire un trader new-yorkais à sauter du haut d'un toit. Le confinement nous pousse aussi à repenser la façon dont on conçoit le temps, à cette façon habituelle de le morceler entre passé, présent et futur. La dualité passé-futur était jusque-là admise parfaitement dans un monde où le présent était un mode actif, qui construit le lien entre l'avant et l'après. Le confinement nous enferme dans un présent difficile à rompre, puisque le passé est bel et bien écoulé, mais que le futur, cet après qui est dans toutes les bouches, peine à prendre forme. Le confinement annule le lien entre passé et futur. Le présent est donc plus long, très long, entre le passé avant le confinement et ce futur peut-être hypothétique de l'après, quand nos vies reviendraient à la normale, ce présent lourd qui s'éternise, dont l'existence même ne se suffit plus à faire naturellement le lien entre le passé écoulé et ce futur qui attend son temps, doit forcément se répercuter sur nous et présenter des conséquences d'ordre psychologique, d'ordre sociétal, d'ordre personnel. Des conséquences qu'il serait intéressant d'explorer, de conjecturer, de démontrer, mais pour ma part, mon ego n'a pas encore assez fleuri pour que je puisse prétendre à faire des suppositions.
Je peux donc seulement parler de moi, jeune. C'est important pour nous les jeunes de parler du temps. Du moins, je crois qu'être jeune, ça change la perception du temps. Nous avons l'impression que le futur est encore grand. On parle et on veut parler d'avenir. Pourtant, la situation fait que ce futur est sujet à condition, la fin du confinement. Alors même que le futur nous définit en tant que jeunes, nous sommes en manque de projection. Cela se retranscrit dans notre langage, du moins dans le mien. Je me surprends à parler plus souvent au conditionnel ou même à ne plus parler du tout de mes projets d'avenir. Cela se retranscrit dans notre motivation, l'avenir étant moins actuel, moins à l'ordre du jour. On se laisse souvent aller à la politique du à quoi bon et on adopte plus facilement un mode de vie moins sain, alors même que l'on nous rappelle quotidiennement la nécessité d'être assidu. C'est donc du temps qu'il faudrait parler, de ce temps qu'il va falloir rattraper, ce temps perdu, de ce temps gagné, de ce temps passé chez nous, loin de nos bureaux, de nos classes, de nos voitures et de nos rues, de ce passé presque idyllique où c'était le temps où l'on pouvait sortir, où l'on pouvait tousser sans être dévisagé, où l'on pouvait envisager de voyager, de se toucher, de se parler autrement qu'à coup d'interface interposée, de ce présent lourd qui nous rend nostalgiques du mois d'avant, qui nous empêche de penser à la semaine d'après, de ce futur incertain, conditionnel, brouillon, de l'été qui arrive puisqu'on a raté le printemps, de cet été pour ma part de privilégié que j'avais pensé et conçu comme fait de fête pour arroser la fin des examens, de journées à la plage, de voyages, d'embrassades, d'au revoir peut-être aussi. C'est donc bien du temps qu'il faudrait parler. J'ai écrit peu, mais j'ai écrit sur le temps. L'exercice non académique, mais tout de même scolaire, me force à m'arrêter là pour rester pertinent.